Dimension d'une variété algébrique affine. Dans ce paragraphe, on va définir la dimension d'une variété algébrique affine en se basant justement sur le corps des fonctions qu'on a vu au paragraphe précédent. On va commencer par rappeler certaines choses sur les extensions de corps. Donc soit K un corps, et L sur K une extension de K. Donc ça veut dire que L est un corps qui contient K comme sous-corps. Si j'ai une famille d'éléments x1 et xn dans L, où n est un entier naturel quelconque, on dit que la famille x1, xn est génératrice de l'extension de L sur K. Si la plus petite sous-extension de L sur K qui contient x1, xn, et que c'est noté K parenthèse x1, xn, est égal à L. Donc où K parenthèse x1, xn est la plus petite sous-extension. Donc l'extension, c'est une extension sur K, et la plus petite sous-extension de L sur K contenant x1 et xn, les éléments de la famille. Et si une telle famille existe, on dit que l'extension L sur K est de type fini. Si une telle famille existe, L sur K est une extension de type fini. Après, il y a une notion un peu liée, c'est que si on peut engendrer une sous-extension de L sur K, telle que L est algébrique sur cette sous-extension, on va dire que la famille engendre L sur K algébriquement. Donc on dit que x1, xn est une famille génératrice, algébriquement génératrice. De l'extension L sur K. Si on n'a pas forcément égalité, mais si l'extension de L sur kxn, kx1 à xn, est algébrique. C'est une extension algébrique. À ce moment-là, on va dire que la famille est algébriquement génératrice. Donc en particulier, une famille génératrice est algébriquement génératrice, parce que du coup, on a carrément une extension triviale ici. Elle est égale à k x1, xn. En général, une famille algébriquement génératrice n'est pas génératrice. La notion... donc tout ça, ça rappelle un peu des notions qu'on connaît en algèbre linéaire, de famille génératrice, etc. Et donc là aussi, on a une notion d'algébriquement indépendante. Donc on dit que x1, xn est une famille algébriquement indépendante. Sur K. Si le morphisme de K algèbre f de K crochet x1 qui part de là notre polynôme K crochet x1 xn dans L
et qui envoie xi sur petit xi est un morphisme injectif. Donc ça c'est l'unique morphisme de K-algèbre de K crochet x1, xn dans L. L est une K-algèbre, donc voilà, F est l'identité sur K, envoie x majuscule indice i sur x minuscule indice i, et donc se prolonge, c'est un morphisme d'évaluation qui évalue un polynôme P à coefficient dans K en les xi. Et on veut que ça soit injectif. Donc ça veut dire que les xi, dire que ça c'est injectif, ça veut dire que les xi n'ont aucune relation algébrique entre eux. Il n'y a aucun polynôme non nul à coefficient dans K, en n indéterminé, qui s'annule en petit x indice 1 jusqu'à petit x indice n. Voilà, et on appelle la famille algébriquement indépendante si on a cette propriété-là. Donc ça c'est une notion très classique. En fait, à vrai dire, la notion d'algébriquement génératrice, ça on ne le voit pas souvent, mais on va en avoir besoin. Donc tant qu'à faire, l'appeler algébriquement génératrice. On dit que la famille est algébriquement génératrice si L sur K, parenthèse x1, xn, est une extension algébrique. Et on dit qu'elle est donc algébriquement indépendante si le morphisme d'évaluation que je viens d'expliquer est injectif. Alors si on a les deux propriétés, algébriquement indépendante et algébriquement génératrice, on dit que x1, xn est une base de transcendance. Si la famille est x1, xn et donc algébriquement indépendante et algébriquement génératrice de K sur L, de L sur K, on dit qu'elle est une base de transcendance, de l'extension L sur K. Donc ça, cette terminologie s'explique parce que voilà, si la famille x1 xn dans L sur K est algébriquement indépendante, en fait la sous-extension de L sur K engendrée par ces éléments-là est une extension purement transcendante de K. Alors il est facile de voir que toute extension de type fini possède une base de transcendance. Parce qu'on peut toujours, extraire une base de transcendance d'une famille algébriquement génératrice. Donc on a plusieurs énoncés qui rappellent des énoncés de l'algèbre linéaire. C'est que si x1, xn est algébriquement génératrice de L sur K, on peut en extraire une base de transcendance de l'extension L sur K. Ça c'est facile à démontrer. Donc ça c'est le théorème qui est analogue au théorème d'algèbre linéaire qui dit que une famille génératrice d'un espace vectoriel, on peut en extraire une base. Et il y a l'énoncé dual qui dit que si j'ai une famille algébriquement indépendante, si x1, xn est algébriquement indépendante, et
et L sur K est de type fini. Ça, on va supposer ça toujours. Si L sur K est de type fini, alors on peut la compléter, cette famille, en une base de transcendance. De l'extension L sur K. Si la famille est algébriquement indépendante sur K, et L sur K est de type fini, alors on peut la compléter en une base de transcendance de L sur K. Ça, c'est pas compliqué à montrer non plus. Après, il y a un énoncé qui est encore analogue à ce qu'on connaît en algèbre linéaire. C'est que deux bases de transcendance, de L sur K, vont avoir le même cardinal. Donc deux bases de transcendance de L sur K ont le même cardinal. Ça se démontre un peu de la même manière que le fait analogue en algèbre linéaire. Alors, il y a une référence que je peux donner parce qu'on va utiliser ce résultat et je ne vais pas la démontrer, ça nous mènerait un peu trop loin. Donc la référence, c'est que un livre très classique des Zariski et Samuel. Donc c'est un livre en anglais, Commutative Algebra. Premier tome, donc chapitre 2, page 99, c'est théorème 25, pour ce dernier fait. Et sinon, les autres énoncés, je trouve un peu avant. Voilà, donc avec ces choses dites, on a donc la définition suivante. Que, si ce cardinal ne dépend pas de la base de transcendance choisie, on a envie de lui donner un nom, et ça s'appelle le degré de transcendance. Donc soit L sur K une extension de corps, le degré de transcendance, de L sur K, est le cardinal d'une base de transcendance de l'extension L sur K. Et d'après le résultat que je viens de citer, ce cardinal ne dépend pas de la base choisie. Déjà, il existe une base, je suppose que L sur K est une extension de type fini, bien sûr, sinon il existe aussi des bases de transcendance, mais ce n'est pas forcément fini. Ici, on s'intéresse uniquement à des extensions de type fini, donc j'explique toute la théorie pour les extensions de type fini. Bien entendu, comme en algèbre linéaire, il y a une théorie générale pour les extensions quelconques. Donc ce degré de transcendance, le degré de transcendance, il est noté, on va noter vecteur de L sur K pour le degré de transcendance de l'extension L sur K. Alors on va voir quelques exemples. À défaut d'avoir fait la démonstration de ces faits, on va au moins regarder quelques exemples qui illustrent ce degré de transcendance, donc soit K un corps, et L, le corps de fraction rationnelle en l'indéterminé x sur K. Alors on voit tout de suite que voilà, x évidemment est donc algébriquement comme famille, cette famille x tout seul est algébriquement génératrice de L sur K.
même sans l'adjectif, sans l'adverbe algébriquement. On a carrément L égale K parenthèse X, et pas forcément une extension algébrique de K parenthèse X. Et X, comme famille, est algébriquement indépendante. Indépendante sur K. Car le morphisme F de tout à l'heure, en l'occurrence ici, c'est le morphisme de K crochet X, donc K parenthèse X qui est injectif. Donc X est une base de transcendance de L sur K. Là, c'est vraiment l'exemple le plus facile. On peut en fait le continuer un peu. Que, si je prends plus généralement f, un élément de K parenthèse X, une fonction rationnelle qui n'est pas dans K. Donc une vraie fonction rationnelle en X, qu'on aurait envie d'appeler une fonction rationnelle, une fraction rationnelle non constante. Du coup, je peux poser la même question sur f. Cette fraction rationnelle elle constitue une famille toute seule. En fait, même f est pareil, est une base de transcendance. De l'extension L sur K. L, c'est toujours K parenthèse X. De l'extension L sur K. Bah, dire que c'est algébriquement indépendante, F, ça c'est clair, parce que bah, ça c'est quelque chose qu'il faut démontrer. Hein, mais on peut démontrer que F de K crochet X dans L, qui envoie X maintenant sur F, on peut vérifier que cette application est injective. Ça, c'est pas compliqué à démontrer. Ce qui est plus intéressant, c'est de démontrer que l'extension L sur K, l'extension L sur le plus petit, la plus petite sous-extension de L sur K contenant F, c'est-à-dire K parenthèse F, cette extension-là est algébrique. C'est peut-être un peu plus étonnant. Pourtant, c'est pas compliqué. Je l'explique si f, si par hasard f est un polynôme, une fraction rationnelle avec un dénominateur égal à 1. Donc toujours f non constant. Parce que du coup, L est engendré par k parenthèse x. Donc il faut démontrer que x est algébrique sur le sous-corps de fractions rationnelles en f. Donc il faut trouver un polynôme. Il faut trouver un polynôme à quotient dans k parenthèse f non nul qui s'annule en x. Donc on cherche un polynôme, comme je dis, à coefficient dans k parenthèse f qui s'annule, qui est non nul et qui s'annule en x. Donc, comme j'ai déjà utilisé l'indéterminé x, ce polynôme, ça va être un polynôme en y. Et qu'est-ce que je prends comme polynôme? En fait, je prends en f, ça c'est un polynôme en x, donc je peux l'évaluer en y, et je soustrais f qui est un polynôme en x. Donc ça c'est manifestement un polynôme non nul. Ça c'est un polynôme non nul, parce que son coefficient constant, c'est le coefficient constant de celui-là, ça c'est le coefficient constant de f, moins tout le polynôme f en x. Hein. Donc comme f n'est pas dans k, ça s'annule pas, donc on voit que le coefficient constant de ce polynôme est non nul. Or, si je l'évalue en x,
si je l'évalue en x, j'ai f de x moins f. F est un polynôme en x. Si je l'évalue en x, je retrouve f comme élément de k crochet x, ou k parenthèse x. Donc ici, je vais avoir f moins f, donc je vais avoir 0 dans k parenthèse x. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est que cette extension k parenthèse x sur k parenthèse f est automatiquement algébrique. C'est un exemple donc d'une base de transcendance moins triviale que la base de transcendance précédente. Hein. L'extension de L sur k parenthèse f est une vraie extension algébrique. Hein. C'est pas forcément... si f est si f est la fraction rationnelle d'une homographie, évidemment, ça va engendrer le même corps k parenthèse x. Mais dès que f est une fraction rationnelle un peu plus compliquée, cette extension de L sur k parenthèse f a un degré différent de 1. C'est une extension non triviale. Voilà, donc mais ça n'empêche que voilà, c'est toujours une base de transcendance et on voit que donc, dans cet exemple-là, que effectivement les deux familles sont des familles de cardiens 1. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le degré de transcendance de l'extension k parenthèse x sur x, il est égal à 1. Bon, ça peut se généraliser en plusieurs indéterminés, donc soit k encore, et n un entier naturel. Donc on a envie de considérer l'extension purement transcendante x1, xn de k. Donc, si on prend n égale 1, on retrouve l'exemple précédent. Et donc, comme L est égal à k crochet k parenthèse x1, xn, on voit tout de suite que x1, xn est une base de transcendance de L sur k. Et donc, le degré de transcendance de L sur k est égal à n. Et après, si je prends des extensions algébriques, hein, si M sur L est une extension algébrique, disons quand même de type fini, on regarde que les extensions de type fini. Si M sur L est algébrique et de type fini, donc du coup c'est une extension finie. Alors x1 sur xn est toujours une base de transcendance de m sur k. Et donc ce degré de transcendance ne voit pas la différence entre des extensions algébriques. C'est pas en changeant en rajoutant des éléments algébriques que le degré de transcendance change. Donc le degré de transcendance est toujours égal à n. Voilà, bon, on peut encore donner plein d'autres exemples. Mais bon, il faut avancer un petit peu. Alors maintenant, à quoi ça sert tout ça? Ben, justement, on a vu qu'une variété algébrique affine a un corps de fonction rationnelle k parenthèse v, qui est donc une extension de k, qui est de type fini. Hein. Donc j'avais une variété algébrique affine sur un corps k. Alors, comme l'anneau des coordonnées est une K-algèbre de type fini, c'est pas la peine d'écrire sur K, comme K crochet V est une K-algèbre de type fini, son corps de fonction rationnelle est une extension sur K de type fini, comme extension de K de type fini.
Cette extension aussi, bah, c'est aussi une K-algèbre, K parenthèse V, mais en général, cette extension n'a pas de type fini comme K-algèbre. Elle a des types finis comme extension de K. Seulement quand on fait des dimensions 0, que ça va être... bon, je n'ai pas encore introduit la dimension, mais en tout cas, c'est que dans des situations, dans des cas triviaux où cette extension est de type fini comme K-algèbre. Bon. En tout cas, voilà, c'est ça ce qui est important. Cette extension est de type fini comme extension. Et donc, possède un degré de transcendance, un entier naturel qui est le degré de transcendance. Donc, on définit, avec la notation ci-dessus, on dit que la dimension de V, et on note dim de V, bien sûr, ça va être le degré de transcendance de cette extension. On dit que V est une courbe algébrique affine, si la dimension de V est égale à 1, et une surface algébrique affine, si cette dimension est égale à 2. Après, si V est simplement un sous-ensemble, donc soit V est maintenant un sous-ensemble dans Kn, un sous-ensemble algébrique, on peut donc le décomposer, comme on a vu, on peut l'écrire comme une réunion de ces composantes irréductibles. Ces composantes irréductibles sont des variétés algébriques affines, qui ont donc une dimension, d'après ce qu'on vient de définir. Et on va définir la dimension de V comme le sup des dimensions de ces composantes. Le nombre de composantes n'est pas égal à la dimension de k puissance n, bien sûr. Donc, je vais ici écrire R composante. Voilà, j'écris le sup parce que V peut être vide. Hein, donc en fait, le sup, on va le prendre dans les entiers naturels union moins l'infini, où moins l'infini est plus petit que tout le monde. Donc en particulier, si V est vide, le sup de l'ensemble vide, c'est moins l'infini. Donc le sous-ensemble algébrique vide a une dimension également à l'infini, et sinon la dimension c'est un entier naturel. Donc si V n'est pas vide, c'est simplement le maximum de dimensions de ces composantes irréductibles. Donc quelques exemples. Donc soit K encore infini. Et N un entier naturel. Donc on a vu que le sous-ensemble algébrique K puissance n de K puissance n est irréductible. Hein, on a vu que son idéal c'est l'idéal 0, et donc son anneau de coordonnées c'est K crochet x1, xn. Ça c'est parce que le corps est infini. Et donc, comme on a vu au paragraphe précédent, son corps de fonction rationnelle, c'est le corps K parenthèse x1, xn, sur les indéterminés x1 et xn, qui est de degré de transcendance égal à 1, donc la dimension de Kn, c'est ce qu'on attend, c'est le degré de transcendance de l'extension x1, xn sur K. Et donc c'est n d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, dans l'exemple précédent.
Donc Kn, c'est une variété algébrique affine de dimension n, lorsque K est encore infini. Alors c'est plus intéressant si on a de vrais sous-ensembles, bien sûr. Donc prenons maintenant K algébriquement clos. Et pour rester simple, je vais prendre f irréductible en deux variables. Je pourrais le faire pour un nombre variable arbitraire. Alors on sait que V égale Z de f, et donc comme K est algébriquement clos, donc irréductible. Du coup, voilà, son lieu de 0 dans K puissance 2 est une sous-variété algébrique affine. Alors quelle est sa dimension? Alors la node coordonnée de V, c'est donc K crochet XY quotienté par l'idéal de V, et comme F est irréductible et K algébriquement clos, ça c'est l'idéal engendré par F. Et donc maintenant, faisons l'hypothèse, par exemple, que F est un vrai polynôme en Y. Comme ça, je peux... Comme ça, moi je vais d'abord l'écrire encore comme K. Donc c'est le K algèbre engendré par XY, où X c'est la classe de X mod l'idéal F, et Y c'est la classe de Y majuscule modulo l'idéal F. Donc j'ai un K algèbre de type fini, et K parenthèse V, bien sûr, c'est la sous-extension. Cette extension sur K est engendrée par ces deux éléments. Dans le corps de fraction, le K crochet V, le sous-corps K parenthèse XY est égal à K parenthèse V. Ça c'est évident. Maintenant, ça dépend un peu de F, je ne sais pas lequel est transcendant. Donc supposons que F, comme polynôme à coefficient d'un K crochet X, à coefficient d'un K crochet X en Y, est de degré non nul. Donc pour insister, je vais peut-être écrire degré de F, donc je considère comme polynôme Y, je suppose qu'il est de degré en Y, il est de degré au moins 1. Dans ce cas-là, il est très facile de démontrer que X dans K de V est algébriquement indépendante. C'est une famille algébriquement indépendante sur K. Et comme F, si je considère F comme polynôme si je considère F comme polynôme en K parenthèse X à coefficient d'un Y, alors on a un F évalué en Y est 0. C'est un polynôme non nul qui évalué en Y est égal à 0. Donc ça veut dire que Y est algébrique sur le sous-corps engendré par X dans K parenthèse V, qui est égal à K parenthèse XY. Donc cela implique que, en fait, X dans K de V est une base de transcendance. De K de V sur K. Et donc c'est un exemple d'une courbe. Hein. On en déduit que la dimension de V, qui est le degré de transcendance de cette extension, et on vient de voir que X tout seul constitue une base de transcendance. Donc comme il est tout seul, son cardinal est 1.
Le cardinal de cette base est égal à 1, donc le degré de transcendance est égal à 1, et donc la dimension de V est égale à 1. Donc ça veut dire que V est une courbe algébrique affine. Donc, comme je viens de dire, ça peut se généraliser à un polynôme en n indéterminé, et on va trouver une variété de dimension n-1, ça s'appelle une hypersurface, une variété algébrique affine de dimension n-1 dans K puissance n. Mais bon, ça devrait être assez d'exemples. Passons à des résultats. Alors déjà, une bonne chose, c'est que si deux variétés algébriques affines sont isomorphes, elles vont avoir la même dimension. Donc ça, c'est sur un corps quelconque, soit K un corps, et V et W des variétés algébriques affines sur K. Alors, si V est isomorphe à W, alors la dimension de V est égale à la dimension de W. Donc ça c'est rassurant, hein, la dimension ne dépend que de la classe d'isomorphisme de la variété. Donc c'est une notion intéressante, la dimension. Bon, ça c'est très facile à démontrer, et grâce aux résultats antérieurs, on a vu que si, donc supposons donc effectivement V est isomorphe à W, donc on a vu au paragraphe précédent que les extensions K parenthèse V sur K et K parenthèse W sur K sont alors isomorphes. Et donc ça, on peut montrer très facilement, si maintenant on a une base de transcendance de K parenthèse V sur K, sous un isomorphisme d'extension, ça va donner une base de transcendance de K parenthèse W sur K. Ça c'est très facile à démontrer. Donc en particulier, on en déduit que le degré de transcendance de cette extension est égal au degré de transcendance de KW sur K. Et comme ces degrés de transcendance, c'est justement par définition la dimension de la variété, alors on a terminé la démonstration. Donc ça, c'était très facile. Voilà. Donc maintenant, passons à une proposition un peu plus intéressante et plus compliquée à démontrer. Donc je fixe un... Donc je fixe un corps K, soit K un corps, et N un entier naturel, et soit V en Kn un sous-ensemble algébrique de Kn. Donc pas forcément irréductible. Soit W dans V un sous-ensemble algébrique. Donc c'est un sous-ensemble algébrique de Kn qui est contenu dans V, c'est ça ce que ça veut dire. Hein, je peux appeler ça un sous-ensemble algébrique de V. Hein. Ça veut dire que c'est un sous-ensemble algébrique de Kn qui est contenu dans V. Alors, comme il se doit pour une dimension, la dimension du sous-ensemble ne dépasse pas la dimension de l'ensemble ambiant. Donc ça va être assez facile à démontrer. Ce qui est plus intéressant, c'est que si V est irréductible, et si on a égalité, si on a égalité, alors W est carrément égal à V. Donc ça c'est très fort, ça. Ça veut dire que voilà, on peut une sous-variété pleine, disons de la même dimension que l'espace ambiant, si l'espace ambiant est irréductible, est carrément égal à la variété tout entière. Donc ça veut dire qu'en géométrie algébrique, on n'a pas
des choses comme des courbes de Peano, des courbes de Peano généralisées en quelque sorte, c'est des courbes qui remplissent tout l'espace, hein, qui sont de dimensions strictement inférieures. Donc voilà, c'est une propriété très forte. Donc on va démontrer cet énoncé. Donc ici, pour la première assertion, les sous-ensembles ne sont pas forcément irréductibles. Mais comme la dimension de W, c'est le maximum de la dimension de ces composantes, évidemment, je peux supposer que W est irréductible. Donc on peut supposer W irréductible. Je peux même le supposer pour la deuxième assertion. Je peux supposer W irréductible. Sinon, je l'applique à chaque composante égale à V, c'est-à-dire à la fin, W n'avait qu'une seule composante. Et donc, comme W est irréductible, et si je décompose V en ses composantes irréductibles, ben, ces composantes irréductibles, si je prends leur intersection sur V, alors ça fait une réunion W par des fermés. Donc forcément, il y en a une qui a une intersection avec W égale à W. Donc autrement dit, W est contenu dans une composante irréductible de V. Donc je peux aussi supposer V irréductible. On peut supposer dans un premier temps W irréductible, et une fois que W est irréductible, je peux supposer que V est irréductible. Donc on va démontrer l'énoncé dans le cas de sous-ensemble algébrique irréductible. On va se ramener à un énoncé purement algébrique qu'on va démontrer dans la suite. Un petit lemme après. Donc je vais noter pi comme V est un sous-ensemble de K puissance n. K crochet V, l'anneau des coordonnées de V est un quotient de K crochet x1, xn. Et donc je vois pi le morphisme de passage au quotient. Le morphisme du passage au quotient. Au quotient, pas l'idéal. Par l'idéal engendré par l'idéal de V. Je vois pi le morphisme passage au quotient par I de V. Alors, soit P l'image de l'idéal de W, donc accroché x1, xn. Alors, comme pi est surjectif, ça c'est un idéal, P est un idéal de K de V. Et en fait, comme W est contenu dans V, l'idéal de W contient I de V. Donc en fait, on a, si je prends l'image réciproque de P, je retombe sur I de W. Ça veut dire que pi induit un isomorphisme de KW, c'est-à-dire je quotiente K crochet x1, xn par IW, ou alors je quotiente d'abord par I de V et ensuite par P, l'image IW. Donc pi induit un isomorphisme de K algèbre. Et donc aussi, un isomorphisme de corps de fraction. Donc ici à gauche, j'ai le corps de fraction W. Ici à droite, j'ai frac de KV quotienté par l'idéal premier. Du coup, P est un idéal premier. Parce que W étant irréductible, K crochet W est intègre, pi bar est un isomorphisme. Donc
K crochet V quotienté par P est intègre, un P est un idéal premier. En tout cas, K crochet V quotienté par P est intègre, et donc je peux prendre son cours de fraction. Et donc du coup, on obtient, disons, on va noter pi bar prime, un isomorphisme d'extension de K. Donc maintenant, on va donc démontrer que si je vais remplacer K crochet V par un K algèbre de type fini en général, intègre, et je vais montrer que si je le quotiente par si je quotiente A par un idéal premier, alors le quotient est intègre, c'est de type fini, donc son corps de fraction est une extension de type fini. Je vais démontrer l'énoncé analogue en algèbre, l'énoncé qui correspond à l'énoncé qu'on est en train de démontrer, mais formulé purement algébriquement en termes de degré de transcendance. Donc l'énoncé, donc le lemme suivant, implique que le lemme suivant implique que le degré de transcendance de ce corps de fraction vu comme extension de K est inférieur ou égal au degré de transcendance de K crochet V, donc le corps de fraction de K crochet V, c'est-à-dire K parenthèse V sur K, et qu'on a égalité seulement si P est lydian nul. Ça, c'est l'énoncé algébrique suivant qui va le dire. Si P est lydian nul, ça veut dire que P c'était l'image de IW, donc ça veut dire que IW est égal à I de V. Et donc W est égal à V. Donc voilà, donc ce qu'on va... Voilà, donc j'espère que c'est clair. Hein. Ici, ce degré de transcendance, c'est justement la dimension de W. Et ici, le degré de transcendance de K parenthèse V sur V, c'est la dimension de V. Donc, on a bien l'inégalité. On aurait démontré l'inégalité. Et si jamais on a l'égalité, alors, P est égal à 0. Voilà, donc on a maintenant un lemme à démontrer, purement algébrique. Donc soit en K encore, et A, un K algèbre de type fini, qui est intègre. Alors soit P un idéal premier, soit P dans A un idéal premier, et B le quotient. Alors B est un K algèbre, naturellement. Alors B est une K algèbre de type fini, comme quotient d'un K algèbre de type fini B de type fini, et intègre, car P est un idéal premier. Alors l'énoncé algébrique dit que le degré de transcendance du corps de fraction de A, vu comme extension de K, ou plutôt je vais l'écrire B ici parce que ça correspond à ce qu'on a vu dans l'énoncé précédent. Le degré de transcendance est majoré par du corps de fraction de B est majoré par le degré de transcendance de A, le corps de fraction de A sur K. Et on a égalité seulement si P est l'idéal nul
si P est de Lilian nul, évidemment on a égalité. L'énoncé dit que si on a égalité, forcément P est égal à P est Lilian nul. Voilà, c'est ça ce qu'on va démontrer. Et donc, ce qui est clair, c'est exactement ce qu'on a utilisé dans la démonstration précédente. Donc, ça démontrera, ça terminera la démonstration de la proposition précédente. On va démontrer ça. Donc, on va abréger, on écrira, ça va être plus simple, je vais écrire degré de transcendance de A sur K pour le degré de transcendance de son corps de fraction sur K. C'est un sens donc pour toute K-algèbre de type fini intègre. Donc on va écrire degré de transcendance, ça va être un peu plus simple à écrire. Donc on va noter, L c'est le corps de fraction, L ça va être le corps de fraction de qui? L c'est le corps de fraction de A. Et M le corps de fraction de B. Donc on doit montrer, avec ces nouvelles notations, on doit montrer que le degré de transcendance de M sur K est inférieur ou égal au degré de transcendance de L sur K, et qu'on a égalité, seulement si P est Lilian nul. Bon, alors là aussi ça ressemble quand même à des énoncés qu'on peut formuler en algèbre linéaire. Le quotient d'un espace vectoriel de dimension finie est de dimension finie et de dimension inférieure ou égale, et on a égalité de dimension seulement si c'est un quotient, si on a quotienté par le sous-espace nul. Ici, la démonstration sera un peu analogue à la démonstration qu'on fera en algèbre linéaire, avec quelques complications, mais c'est pas très compliqué. Bon, comme B est une K-algèbre de type fini, il existe donc une famille finie d'éléments Y1 à Yn dans B, tel que B est égal à la plus petite K-algèbre dans B contenant Y1 et Yn. Du coup, l'extension définie par B, l'extension de K définie par B, c'est-à-dire M, évidemment, il va être engendré par Y1, Yn sur K. Donc c'est carrément une famille génératrice de l'extension. Elle n'est pas forcément algébriquement indépendante, donc je vais maintenant en extraire, on va en extraire une base de transcendance sur K. Et quitte à renuméroter, on peut supposer que ce sont Y1 à YE, que Y1 à Y indice E est une base de transcendance de M sur K. Donc visiblement, E c'est donc, en particulier, E c'est le degré de transcendance de M sur K.
c'est le degré qu'on veut démontrer qu'il est inférieur au degré de transcendance de L sur K. Donc ce qu'on a gagné avec ça, c'est qu'on a trouvé une base de transcendance de M sur K dont les membres sont des éléments de l'anneau B, dont M est le corps de fraction. Donc ça c'est une opération intéressante. On peut donc raffiner les bases de transcendance et souvent se débrouiller pour avoir une base de transcendance d'éléments dans une K-algèbre de type fini contenu dans le corps en question. Donc soit pi le morphisme quotient, B est par définition le quotient par l'idéal P, donc ça c'est le pi, j'appelle pi le morphisme quotient. Et comme il est surjectif, il existe x1, xe. Maintenant les éléments y indice e plus 1 jusqu'à y indice n ne m'intéressent plus. Hein. C'est juste y1 à ye qui m'intéresse, ça c'est une base de transcendance de M sur K, et je vais donc chercher des antécédents dans A. Donc il existe x1 jusqu'à x indice e dans A, tel que pi de xi égale à yi. Je peux relever les éléments yi dans A. Et je vais démontrer que ces éléments-là ne sont pas forcément une base de transcendance, mais sont au moins algébriquement indépendantes. Montrons que x1, xe est une famille algébriquement indépendante. Donc pour ce faire, on définit donc le morphisme habituel. Donc maintenant je suis algébriquement indépendant dans L sur K. L étant le corps de fraction de A. Donc je définis F, le morphisme de K algèbre de K crochet x1, xn dans L, qui envoie xi sur petit x indice i. Et je veux démontrer qu'il est injectif. Or, pi rond f, si je compose, hein, les xi sont dans A, donc en fait, ce morphisme, hein, précisons-le, il a même image dans A. Je vais démontrer qu'il est injectif comme morphisme à valeur dans L, mais ça c'est pareil que de démontrer qu'il est injectif comme morphisme à valeur dans A. L'avantage de le considérer comme morphisme à valeur dans A, c'est que je peux le composer avec pi. Et j'obtiens le morphisme de K crochet x1, xn dans B. Et qui envoie xi sur y indice i. Pour i va de 1 à n. De 1 à e, justement. Ah oui, donc ici c'est un e. Voilà, donc pi rond f. Pi rond f, c'est donc justement le morphisme de K crochet x1 à xe, à valeur dans m, d'évaluation en la yi. Et comme ces éléments-là, y indice 1 et y indice e, sont algébriquement indépendants, pi rond f est injectif. Mais si pi rond f est injectif, f est injectif. D'où f est injectif. Et donc, les éléments x1 et xe, par définition, sont algébriquement indépendants sur K, ou dans L sur K. Donc c'est une famille algébriquement indépendante que je peux compléter en une base. On peut les compléter en une base
de transcendance de L sur K. Donc ça, je vais donc rajouter des éléments, a priori, disons jusqu'à x indice D. Et donc ça, c'est une base de transcendance où D, c'est donc un entier supérieur ou égal à E. J'ai rajouté des éléments, éventuellement D est égal à E. En tout cas, j'ai rajouté des éléments à la famille, et D, c'est le degré de transcendance de L sur K. L'inégalité est là qui nous intéresse. D'où le degré de transcendance de M sur K, qui est égal à E, est inférieur ou égal au degré de transcendance de L sur K. Et donc ça démontre la première assertion. Montrons maintenant la deuxième assertion. Donc montrons que P est forcément 0 si on a égalité. On a égalité de degré de transcendance. Si donc le degré de transcendance de B sur K est égal au degré de transcendance de A sur K. Donc on va faire par l'absurde. Par l'absurde. Donc on va supposer que D est égal à E, on a égalité, mais que P est non nul. P n'est pas Lilian nul. B est un vrai quotient de A. Donc, du coup, je peux prendre un élément X dans P qui n'est pas nul. Comme X1, XD est une base de transcendance de L sur K, X est algébrique, tout élément de L est donc algébrique sur la sous-extension K parenthèse X1 à XD. Donc ça veut dire qu'il existe un polynôme à coefficient dans ce corps, K parenthèse X1 XD, en l'indéterminé X, disons, non nul, donc il existe F comme ça, F non nul, tel que F évalué en X égale 0 dans L. Alors comme X est non nul, je peux évidemment supposer que F est un polynôme, dont le quotient constant est non nul. Donc on peut supposer que F évalué en 0 est non nul. Parce que sinon, je peux mettre x en facteur, petit x en facteur, ici, dans cette égalité, je peux mettre petit x en facteur, autant de fois que souhaitable, jusqu'à ce que f soit un polynôme à coefficient constant non nul. Donc f a priori, c'est donc un polynôme à valeur d'un k parenthèse x1 xd. Maintenant, je peux, en multipliant par un dénominateur commun de ce coefficient, qui est non nul, on peut supposer de plus qu'en fait f est un coefficient dans k crochet x1 xd. Je multiplie par un élément non nul de k crochet x1 xd pour chasser tous les dénominateurs. Et donc le terme constant reste non nul, bien sûr. Alors par hypothèse, D est égal à E. Et donc l'application quotient
de A sur B, si je le restreins, au sous-anneau K crochet X1 à XD, ça c'est un sous-anneau de A. Ça c'est un sous-anneau de A. Les XI sont dans A. Donc la K-algèbre engendrée par ces éléments, c'est un sous-anneau de A. Si je restreins, je vais l'écrire comme ça, pi à K crochet les XI, donc I ici va de 1 à D, j'ai un... Ça c'est quand même malheureux. Cette restriction va de K crochet X1 XD dans un K crochet, ça envoie les XI sur les YI. Ici j'écris Y indice E, ça ne change rien de toute façon parce que D est égal à E. Ça c'est la sous-algèbre de B engendrée par Y1 et YE. Cette hypothèse, non par hypothèse, j'ai donc ce morphisme-là, par construction, ici les éléments sont algébriquement indépendants. En fait, on a derrière toujours ce morphisme F, qui a été à valeur dans L, et donc même en valeur dans A. En fait, son image, c'est l'anneau K crochet X1, XD. Donc F, je peux le voir, voilà. Ici, j'ai pi, ou sa restriction. Ici, j'ai pi rond F. Alors, pi rond F est injectif. F, ici, vu comme morphisme à valeur dans K crochet X1, XD, est surjectif. Donc, cette restriction de pi est injective. Donc, la restriction de pi, que je vais noter comme ça pour abréger, est injectif. C'est un morphisme injectif. Ça va être important dans la suite. Donc je vais l'étendre, comme j'ai un polynôme à coefficient dans cet anneau-là, je vais K crochet X1, XD, je vais, comme on fait habituellement en algèbre, je vais étendre pi restreint à, je vais quand même noter pi, K crochet X1, XD, crochet X, donc des polynômes à valeur dans cet anneau, dans K crochet Y1, YE, à coefficient de X, en envoyant X sur X. Et ça, c'est un morphisme d'anneau, c'est le même morphisme de K-algèbre. Et maintenant, on a la chose suivante, c'est que le terme constant de pi de f, donc le polynôme f, il vit dans cet anneau-là. Je peux donc regarder son image par pi, donc c'est simplement prendre les images des coefficients. Ça veut dire en fait dans le polynôme f, polynôme en x majuscule, je fais agir pi sur tous ces coefficients. Donc son terme constant, qu'est-ce que c'est? Alors, 0 ici, c'est le 0 dans B, que je peux écrire comme la classe des x, c'est-à-dire pi de x. Si vous voulez, c'est 0 bar, c'est le 0 bar qui est dans B, qui est la classe de x parce que x est dans P. Alors là, évaluer pi de f en pi de x, c'est la même chose que faire agir pi sur l'évaluation de f en x. Mais par construction, f c'était un polynôme qui annulait x. Donc ça c'est pi de 0. Et pi de 0 est égal à 0. Donc le coefficient constant de pi de f est égal à 0. Mais le coefficient constant de pi de f, c'est aussi... Le coefficient constant de pi de f, c'est aussi l'image du coefficient constant de pi, par construction de pi. Et pi est injectif
ou sa restriction. Hein. F de 0, c'est un élément de cas crochet x1, xd, et pi était injectif. Donc, comme pi restreint injectif, f0 égale 0, et ça c'est une contradiction, parce on s'était débrouillé pour que f soit un polynôme avec un coefficient constant non nul. Contradiction. Voilà, et donc ça termine la démonstration. Voilà, donc ça c'est vraiment une proposition cruciale. Alors on peut expliciter tout ça en corollaire dans le cas où n est égal à 2. Donc sur k un corps, et du coup je prends algébriquement clos pour avoir un bon contrôle sur les sous-ensembles algébriques irréductibles dans k puissance 2, soit k un corps algébriquement clos. Alors, les sous-variétés, donc les sous-ensembles algébriques irréductibles de k puissance 2, de k carré, sont de dimension 0, 1 ou 2. Ça c'est même vrai si k n'est pas algébriquement clos. C'est pour un corps quelconque, c'est généralement vrai. Bon, si k est fini, elles vont toutes être de dimension 0, mais si k est infini, effectivement, on aurait des sous-variétés de dimension 0, 1 et 2. Toutes les dimensions apparaissent. Alors on peut le dire plus précisément pour un corps algébriquement clos, c'est ça ce que je voulais dire, plus précisément. Soit V dans K2 irréductible, une sous-variété irréductible. Alors, on a donc trois cas de figure. Premièrement, la dimension de V peut être 0, et ça c'est si et seulement si V est un singleton. V est un singleton. C'est un point. Singleton dans le cas 2. La dimension de V peut être égale à 1. Ça c'est si et seulement si V c'est le lieu de 0 d'un polynôme irréductible. C'est donc ici qu'on n'utilise que K algébriquement clos, sinon ça ne serait pas vrai. Et la dimension de V est égale à 2, si seulement si V est égal à K2 tout entier. Voilà, c'est ça c'est une conséquence de la proposition précédente. K2 étant de dimension 2, la dimension de V c'est 0, 1 ou 2. Et on peut... le dernier cas, c'est donc exactement dire que si V est dimension 2, alors il est égal à K2. Si sa dimension est égale à 1, alors, voilà, bon, il faut regarder un peu, mais c'est pas compliqué. Hein, c'est ce on sait que donc V est un sous-ensemble strict de K2, donc défini par au moins un polynôme. Donc son lieu de 0, ça va être son idéal, ça va être engendré par un polynôme irréductible. Et dans l'exemple, on a vu tout à l'heure que ça se définit de quoi de fonction de degré de transcendance égale à 1. Et si la dimension de V est égale à 0, alors ça veut dire que le corps de fonction de V est une extension algébrique de K. Et comme K est algébriquement clos, ça veut dire que son corps de fonction c'est vraiment égal à K, comme extension de K. Son corps de fonction rationnelle est égal à K. Et de là, on démontre facilement que V est un point. Donc, formulé algébriquement, c'est encore intéressant, parce qu'on a vraiment appris des choses sur les idiots de l'anneau K crochet XY. Ce corollaire dit que toute suite croissante
d'idiot premier, donc disons P0, croissante, strictement croissante, tout de suite strictement croissante. Donc P0 strictement contenu dans P1, strictement contenu dans P2, ainsi de suite. Disons pour une suite finie. Tout de suite croissante d'idiot premier dans K crochet X, Y. R inférieur ou égal à 2. Je ne peux pas faire une suite croissante plus longue. Forcément, j'ai R égal à 2. R inférieur ou égal à 2. Et si R est égal à 2, alors j'ai la chose suivante. P0, c'est l'idéal 0, correspondante à la sous-variété K2 tout entier. P1, c'est un idéal engendré par un polynôme irréductible. Donc avec f irréductible. Et P2, ça sera un idéal maximal. Et donc la forme x moins a et y moins b, avec AB un point de K2. Donc ça serait la variété, ça correspond à une variété dimension 0. Voilà, donc on voit que toutes ces considérations mènent à une compréhension plus poussée des idiots de K crochet XY et sous condition que K est algébriquement clos, que la clôture algébrique de K est égale à K.